arriver, mais je vais vous faire un petit récapitulatif de l'AI Act, où on en est aujourd'hui, et les exigences clés, et vous donner un petit peu de visibilité sur les prochaines étapes. L'AI Act, c'est une réglementation qui a été voulue par l'ensemble de l'Union européenne pour créer une IA de confiance en Europe. L'idée était de se doter d'une réglementation en avance de phase par rapport aux autres États membres, aux autres lieux dans le monde, on va dire, pour créer ce climat de confiance et pour être précurseur. Vous en avez entendu pas mal parler. Il y a eu différentes étapes au cours des années précédentes. Les premières étapes ont été des travaux par la Commission européenne, par le Parlement européen et par le Conseil de l'Union européenne pour créer différentes versions du texte qui ont eu lieu entre 2021 et 2023. Et la dernière étape a été de faire des trilogues, donc regroupant ces trois organes de l'Union européenne pour avoir une position commune. Vous avez dû entendre parler que en décembre 2023, il y avait enfin une position commune qui avait été adoptée, mais je vais un tout petit peu atténuer ce message. Oui, il y a une position commune qui a été adoptée. C'est un accord de principe, un compromis, comme ils le disent, sur les grands thèmes. Néanmoins, on ne connaît pas le détail de ce compromis. Donc, je vais vous partager des éléments de ce qui a filtré, de ce qui a été annoncé de ce compromis, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tant que ce n'est pas décliné dans un texte réglementaire, dans un vrai texte où on a le texte concret, ce n'est que des éléments, et en fonction des différentes personnes qui ont parlé sur ce texte, on n'a pas les mêmes informations. Premier élément, très important, qu'est-ce que c'est qu'un système d'IA ? Un système d'IA, la version qui semble être retenue, ça, il y a un accord quasiment unanime là-dessus, c'est la version de l'OCDE, la définition de l'OCDE qui dit qu'un système d'IA est un système basé sur une machine qui déduit à partir des données qu'il reçoit comment générer des sorties. Je passe tout le reste pour générer des prévisions du contenu des recommandations qui peuvent influencer les environnements physiques et virtuels. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette analyse. L'idée derrière, c'est avec ce texte-là, si c'est bien celui-là qui est retenu, ça sera de déterminer quelles sont les technologies qui rentrent dedans. Est-ce que le machine learning rentre dedans ? Ça, a priori, il n'y a pas trop de doute. Mais quand on parle d'IA, on va mettre des systèmes statistiques, des systèmes experts. Il va falloir déterminer, certainement par aussi de la jurisprudence, est-ce que certains systèmes rentrent dedans. Vous vous imaginez bien qu'en fonction de la définition et de l'application retenue, les impacts ne seront pas exactement les mêmes pour chacune de nos entreprises. Ce que je veux vous partager aujourd'hui, je vais plutôt l'axer sur la réalisation de systèmes d'IA. Je ne vais pas rentrer dans l'ensemble du texte de l'AI Act parce qu'il fait 380 pages. On ne parle pas que de réalisation de systèmes d'IA. On parle des obligations pour les régulateurs. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un régulateur entre nous ici aujourd'hui, mais voilà, je vais vraiment me concentrer sur... On est l'IMA, Makers, donc on va se concentrer sur les personnes qui font et les obligations pour faire de l'IA. L'approche retenue pour l'AI Act, c'est une approche par les risques. Quand on parle d'approche par les risques, on parle pour les risques pour les personnes. On ne se concentre pas pour les risques d'image pour une entreprise, les risques financiers pour une entreprise, mais les risques pour chacun des concitoyens de l'Union européenne, donc chacun d'entre vous autour de la salle. Qu'est-ce qui se passerait si l'IA dysfonctionnait et quels seraient les impacts ? Premier élément, on va avoir les risques inacceptables. Classiquement, c'est des choses que normalement vous ne devriez pas faire au sein de vos entreprises, je peux le dire sans trop m'avancer, je pense. Des techniques subliminales visant à influencer les utilisateurs, l'exploitation de vulnérabilité des concitoyens, la notation sociale. La notation sociale, ce n'est pas de faire un scoring sur la base de données que vous aurez, mais c'est ce qu'on peut voir dans les films de science-fiction, c'est mettre un plus ou un moins et qu'en fonction du résultat de la notation, vous ayez accès ou pas à des informations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on refuse. Et puis la partie biométrique, il y a eu beaucoup d'échanges sur les derniers contenus,
Donc, je vais vous mettre ce qui a été partagé. L'utilisation de systèmes d'identification biométrique à distance, en temps réel, dans des espaces accessibles au public, ça serait quelque chose qui est refusé. La deuxième grande partie, c'est les systèmes d'IA à haut risque. Ce qu'il faut retenir, c'est ceux qui vont être acceptés, mais qui vont avoir un impact potentiel important sur les droits et la sécurité des personnes. On va citer quelques exemples qui vont concerner tout le monde: l'éducation, la formation professionnelle, le droit à l'emploi. Donc tout ce qui va tourner autour de la formation, de l'emploi, va être considéré comme un système à haut risque. Les services privés essentiels. Donc moi, je travaille chez Crédit Agricole. Donc l'octroi de crédit, la solvabilité, ça va être des services essentiels. Tout ce qui va être fourni sur des infrastructures critiques, les transports, l'eau, le gaz, l'électricité, ça va faire partie des systèmes d'IA à haut risque. C'est des choses qui peuvent changer avec le temps, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez général, et s'il y a un impact potentiel important, on va rentrer dans un système d'IA à haut risque. Après, on a des systèmes qu'on va appeler à risque spécifique. Alors, les termes changent en fonction des versions de l'AI Act, mais c'est des systèmes sur lesquels on va exiger une transparence. Quand on va avoir une IA qui interagit avec un utilisateur, on a eu pas mal d'exemples d'IA, de chatbot conversationnel. Là, il faudra être clair pour qu'il n'y ait aucun doute que l'IA, que vous interagissez avec une IA. Et pareil, tout ce qui est généré par une IA, que ce soit une image, un texte, quelque contenu que ce soit, s'il est présenté à un utilisateur directement, on doit indiquer sans aucun doute que c'est généré par une IA. Donc les deepfakes doivent être identifiés comme des deepfakes. Et puis tout le reste, c'est des systèmes d'IA à faible risque. Et donc ces systèmes d'IA à faible risque, tout simplement, c'est tout ce qui ne rentre pas dans les systèmes au-dessus. Donc les obligations globales, elles vont être limitées, elles vont être dépendantes du niveau de risque du système d'IA. Là, j'ai synthétisé ces informations, mais on pourrait rentrer dans beaucoup plus d'informations. Bien évidemment, j'en parlais, j'animais une table ronde sur les risques d'une IAGEN sans gouvernance. Le principe, c'est la base de toute IA et de toute IA générative, la qualité de l'ensemble des données. Si on n'a pas des données de qualité pour entraîner un modèle ou pour l'exploiter, on risque très fortement d'avoir des mauvais résultats. La gestion des biais discriminatoires, ça va être des obligations. On va devoir traiter pour que les IA ne soient pas biaisées et ne discriminent pas les personnes. On va attendre des IA qu'on va développer un niveau de robustesse, de sécurité et d'exactitude adapté à son enjeu d'utilisation. La traçabilité, le contrôle humain, c'est quelque chose qui est extrêmement important, ainsi que le monitoring. La traçabilité, c'est de pouvoir dire qu'est-ce qui est fait avec l'IA, comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Le contrôle humain, c'est de se dire que des systèmes d'IA, par exemple à haut risque, doivent avoir un contrôle humain a posteriori, avant de prendre une décision. Je prends un exemple d'un crédit. Il n'y aura pas de système d'IA 100% automatisé sur la décision de crédit. Il y aura toujours un humain qui sera maître à la fin de valider ou pas le crédit. Ça semble assez logique, mais c'est vraiment sanctuarisé. Et la partie monitoring, ce n'est pas parce qu'on a testé une solution d'IA avant de la mettre en production qu'on ne la teste plus au cours de sa vie pour garantir que les performances qu'on a constatées, elles valent toujours au fil du temps. J'ai zappé la partie explicabilité, mais c'est quelque chose qui est aussi important. En fonction des besoins, une explicabilité de chaque décision ou une explicabilité globale du modèle, en partant du principe que sur les systèmes d'IA à haut risque, il faut être capable d'expliquer la décision qui a été prise. J'en parlais, on a l'évaluation et l'atténuation des risques. Ça, c'est quelque chose de très important pour... bien évidemment, on est sur une réglementation qui traite des risques, donc on veut les atténuer. La transparence, j'en ai parlé. Quelque chose qui avait été intégré dans les dernières versions, c'était l'impact sociétal et environnemental. À voir comment il se retrouvera, mais c'est vraiment quelque chose qui a été rajouté fortement pour préserver l'environnement et ne pas concevoir des IA qui vont contre ce sujet-là. Et pour les systèmes d'IA à haut risque, des obligations de déclaration et d'enregistrement auprès des bases de l'Union européenne.
La mise en conformité, elle peut être assez longue en fonction des systèmes d'IA. Et donc, l'Union européenne pousse pour que, bien évidemment, on n'attende pas le dernier moment de la mise en application pour se lancer dans cette procédure de mise en conformité. Et donc, il propose un pacte IA pour ceux qui se mettraient en conformité en avance, ou ceux qui diraient moi, je rajoute des exigences complémentaires sur certains domaines parce que je considère que même si ce n'est pas absolument obligatoire, ça correspond à nos engagements. Vu qu'on parle d'IA générative, je vais zoomer très rapidement sur les IA génératives dans le texte de l'AI Act, sachant que c'était le gros sujet des 36 heures de débat du dernier trilogue. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il y aurait 2 niveaux d'obligations différentes. Alors là, je suis sur la partie de gauche, de droite pour vous. Système d'IA à finalité générale, c'est donc les LLM qui vont être utilisés. Pour tous ces LLM, on va avoir des obligations, comme je le disais, à différents niveaux. Ce qui semble ressortir, encore une fois, une obligation de transparence pour l'intégralité des modèles. Fournir une documentation technique, être en conformité avec la législation de l'Union européenne sur les droits d'auteur. Ça semble évident, mais a priori, c'est important de le rappeler. Et fournir un résumé des contenus utilisés pour l'entraînement. Je dis ça encore une fois, c'est en attendant la confirmation. Et pour les systèmes d'IA à risque systémique, des obligations renforcées. Risque systémique, c'est quoi ? Justement, ça reste à définir. Ça serait les plus gros systèmes d'IA génératifs, certainement ChatGPT ou d'autres systèmes sur lesquels il y aurait une évaluation des modèles, des tests contradictoires, l'obligation d'évaluer et d'atténuer ces risques systémiques, d'assurer la cybersécurité du modèle et de rendre compte de son efficacité énergétique. Donc ça, c'est pour les LLM, pour les modèles, les large language models, les grands modèles. Et maintenant, tous les systèmes d'IA qu'on a vu développer, qui sont basés sur ces LLM, tout simplement, c'est les mêmes obligations que si on utilisait un autre type d'IA. Ce n'est pas parce qu'on s'est basé sur un LLM qu'on sort du cadre. C'est l'usage qui va prévaloir. Et en fonction du niveau de risque, on va avoir des obligations plus ou moins importantes. Pour conclure, je vais vous donner des éléments sur la suite. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on a un compromis qui a été fait en décembre 2023. On est dans une phase de rédaction du texte final et une négociation des détails. Je mets un gros guillemet parce que les détails, un mot, des fois, peut changer tout au tout. Donc, on est dans cette étape-là. Une fois que le texte sera publié au journal officiel, il y aura un délai de 20 jours pour l'entrée en vigueur. Et ensuite, il y aura 3 étapes successives. 6 mois pour ne plus faire ce qui est jugé comme IA inacceptable. 12 mois pour la transparence et l'application des exigences liées aux IA à finalité générale. Et 24 mois pour une entrée en vigueur complète. Donc si on a, comme ce qui semble ressortir, quelque chose autour de milieu 2024, on aura une mise en application complète aux alentours de milieu 2026.